déjà, il est important de partir du principe que nous sommes tous des traumatisés. Vous voyez, c'est la vie qui est comme ça. Nous sommes tous traumatisés parce que nous nous sommes tous construits à partir d'événements. Donc, ces événements ont forcément créé un choc. Que ce choc soit positif ou négatif, ça reste un choc. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on enlève d'une école où ça ne se passe pas forcément bien, on le met dans une autre école où ça se passe bien, il va quand même y avoir un choc émotionnel. Il va y avoir une perte, une insécurité, une peur de comment ça va se passer ailleurs. Donc ça va forcément créer un chaos émotionnel qui durera ou qui ne durera pas. Donc il faut retenir toujours une chose, c'est qu'il y a l'événement et ensuite l'interprétation de l'événement, ce que l'on en fait. Soit cet événement va nous permettre de nous ouvrir à la vie, ou soit elle va créer un repli sur soi. Après, il y a ces chocs que l'on va appeler les chocs traumatiques. Donc, je les ai classés en quatre différences. Je ne sais pas si dans la psychiatrie, etc., si on emploie les mêmes choses. Mais bon, c'est ce que je peux ressortir de mon expérience de maintenant bientôt 30 ans de thérapeute. Donc, il y a le premier, qui est connu par tout le monde, c'est le post-traumatique. Donc celui-là, c'est le choc le plus violent qui va se baser après une agression, quelle qu'en soit la sorte, un accident violent, c'est-à-dire c'est une situation qui va venir nous sidérer d'un seul coup et où, par rapport à ça, on est totalement dans l'incapacité de réagir. On est dans cette incapacité, même émotionnellement, il y a une sidération. On le voit beaucoup, par exemple, dans les états de guerre, par exemple, les enfants il y a eu un bombardement, ils sont là, ils sont hagards, ils n'ont plus de réaction, ils ont perdu totalement le sens de la réalité, de leur axe, etc. Donc le stress post-traumatique, il y a une nécessité qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un travail pour s'en libérer, pour pouvoir que ce choc déjà, qui est un effet de souffle en fait, qui vient nous impacter, il faut du temps pour que déjà au niveau physiologique, il y ait une récupération avant que le mental puisse en saisir et essayer de le remettre dans un contexte qui va lui permettre de le normaliser. Ça, c'est le premier. Mais bon, je ne pense pas qu'ici, il y ait des gens qui ont véritablement vécu ça. Il y a un autre trauma qu'on appelle traditionnellement le stress. Mais en réalité, le stress, dans sa définition, c'est un syndrome généralisé d'adaptation. C'est-à-dire que dans notre vécu, on va vivre des situations, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient affectives, qu'elles soient amicales, mais en réalité, elles ne nous conviennent pas, elles nous mettent en tension. Elles vont mettre tout notre système en
en stress oxydatif. Ce qui fait que quand on va rester à l'intérieur de ce syndrome général d'adaptation, et c'est intéressant de l'appeler comme ça, parce qu'on parle souvent du stress, on le voit comme juste un speed comme ça, mais on ne voit pas que quand on rentre dans le stress, on y reste longtemps. Et on crée ce que l'on appelle des émotions longue durée. Les émotions longue durée, ça va être effectivement les surrénales notamment, qui vont créer en permanence de la cortisol et qui vont faire que petit à petit, il va y avoir un affaiblissement profond de l'organisme et qui va amener vers des maladies. Donc, et toute la difficulté de ce stress, c'est de le reconnaître. Il y a plein de personnes qui tombent dans un burn-out et ils ne s'en rendent absolument pas compte. C'est-à-dire qu'ils subissent, sans se rendre compte qu'ils ont dépassé leur seuil d'acceptabilité, et à un moment, ça disjoncte. Et quand ça disjoncte de cette manière-là, c'est-à-dire le stress, on peut considérer que c'est une surcharge électrique, on ne peut plus retrouver ensuite l'état antérieur. Il y a notre capacité dans les émotions de longue durée ne fonctionne plus. Donc, il y a une émotivité beaucoup plus forte, il y a une grande difficulté à, comment dirais-je, subir de la tension, du stress. Donc, ça va venir au niveau psychologique et physiologique amener des traces qui vont rester et qui sont indélébiles. Non, non. Une personne qui a eu un burn-out, je prends ça, il ne sera plus jamais comme avant. On peut considérer un petit peu comme un fusible. Il disjoncte et il ne peut plus assumer une charge électrique plus forte. Quelqu'un qui a eu un burn-out ne s'investit plus jamais de la même manière dans un travail. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est démystifié à l'intérieur. Le troisième point, et c'est celui où on est le plus concerné, pratiquement tout le monde, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'après-coup, c'est-à-dire c'est le trauma refoulé. Et c'est ça que nous avons besoin d'essayer d'aller observer, c'est-à-dire quand je ressens quelque chose, une tension, une angoisse, une peur, c'est d'observer dans l'instant qu'est-ce qui se passe en moi, à quoi je m'oppose, à quoi je résiste. Ça doit être des questions ouvertes. Et quand on pose juste son regard dessus, petit à petit, il y a des réponses qui peuvent venir. Ces réponses peuvent venir par un souvenir, et souvent on n'y fait pas attention parce qu'il ne colle pas forcément à la réalité, donc hop, on le laisse passer, tandis que souvent ça permet de faire des analogies, ça nous ramène tout le temps au trauma qui fait qu'à ce moment-là, on s'oppose à quelque chose. On peut prendre, par exemple, je ne sais pas, l'exemple, vous montez dans une voiture et vous avez eu un accident de voiture. Et la personne qui est au volant prend des risques, par exemple. Il va y avoir un stress, il va y avoir une peur, non pas forcément parce que la personne conduit comme ça, mais parce qu'il y a toujours cette mémoire traumatique de ce qui s'est passé. Ce qui fait que les traumas refoulés, c'est ce qui compose en réalité notre mental. Et avec notre mental, on fait toujours des sauts dans le temps.
C'est-à-dire tout ce que l'on vit, on va le vivre d'une certaine manière parce que on a la mémoire de telle et telle chose. Comme un enfant qui s'est brûlé sur une plaque de gaz, adulte, s'il y a une flamme, il n'ira pas mettre la main dessus. Donc on peut parler d'une certaine manière d'un trauma positif, mais qui était négatif quand il l'a vécu. Donc toute notre structure psychique est construite à partir de traumas refoulés. Donc, par exemple, beaucoup de gens qui vont avoir la peur du manque et qui vont effectivement le vivre comme l'idée que ça leur appartient, si ils pouvaient voir, peut-être qu'ils verraient que cette peur du manque, elle appartient au père ou à la mère dans ce qu'ils ont vécu enfant, et que ces parents-là ont mis ça en exergue, qui fait que l'enfant l'a vécu comme un choc émotionnel, c'est-à-dire on risque de manquer, je risque de ne plus avoir à manger, etc. Et ce trauma refoulé, et petit à petit, comme il est refoulé, il est pas intégré, et donc on va le prendre comme une réalité personnelle. Vous voyez, et en regardant ça, vous allez vous apercevoir qu'effectivement, toutes vos structures mentales, affectives, sont basées tout le temps sur des expériences négatives. Étonnamment, on se construit peu sur des expériences positives. Ce qui nous permet de comprendre pourquoi on est toujours dans le combat, dans la performance, dans le besoin d'accumuler, parce qu'on est construit en réalité sur des mémoires négatives. Et les mémoires négatives sont des chocs émotionnels refoulés. Et en fait, toutes les thérapies cognitives ou psychanalyse, etc., elles ne se concentrent que sur cet aspect-là. C'est-à-dire qu'on va aller rechercher que les choses négatives parce qu'on considère que c'est elles, effectivement, qui nous apportent la souffrance, etc., etc. Donc ça apparaît quand même un peu limitant, en fait, parce que même si on veut transformer ces mémoires négatives en positives, donc en expériences structurantes, il est important de regarder aussi nos mémoires positives. Après le schéma qu'on vient de voir, c'est-à-dire le trauma refoulé, il y a ce que j'appelle le post-coup. C'est-à-dire qu'il y a un trauma qui n'a pas été forcément identifié et qui va générer d'autres traumatismes. Il va y avoir comme un déplacement. C'est-à-dire on peut prendre par exemple quelqu'un qui a eu un trauma fort et qui va, avec le temps, déclencher une phobie sociale, qui ne va plus pouvoir prendre le volant, qui ne va plus pouvoir aller sur autoroute, ou qui ne va plus pouvoir dormir sans allumer la lumière. Il va y avoir un déplacement. Et ces traumas, ceux-là, ils sont très très compliqués parce qu'ils créent une insécurité extrêmement forte. Cette insécurité peut être tellement forte que le seul moyen de le dépasser, ça peut être l'accès aux drogues, à l'alcool, à des choses de cet ordre-là. Parce que, comme le trauma du départ n'a pas du tout été véritablement identifié ni traité,
donc, mais qui laisse des traces profondes, ça va venir déclencher, comme je dis, un autre trauma. Et celui-là, il est plus subjectif et très souvent, en thérapie, on tourne autour parce qu'on ne sait pas d'où ça peut venir. Donc ça peut être la claustrophobie, ça peut être plein de pathologies. Et très souvent, en thérapie, on va aller chercher claustrophobie, est-ce qu'il y a eu un problème à tel endroit? Mais en fait, c'est une voie sans issue parce que en fait, ça ne fait que cacher un autre trauma derrière.